faites bien de nous recevoir chez vous, amis internautes. Bienvenue sur votre émission Prime Politique. Sur cette émission, nous faisons le tour d'horizon de l'actualité nationale et nous recevons un acteur politique à chaque niveau. Aujourd'hui, je reçois pour vous Antoine Guédou, vice-Togbe, président du parti politique GSR, un parti de l'opposition. Cher invité, bonjour. Bonjour, Madame Lorita. Comment allez-vous? À merveille, comme vous le constatez. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle aussi que vous êtes le porte-parole du cadre de concertation de l'opposition, c'est bien ça? Je ne le nie pas, je l'assume. D'accord. Alors, on est là pour discuter de l'actualité. On va démarrer par la participation du Parti Les Démocrates aux élections de 2026. Et justement, parlons des élections générales de 2026. La Sénat a publié la liste des partis qui vont prendre part au communal de 2026. Comme pour la présidentielle, le Parti Les Démocrates est hors jeu. Pour vous, est-ce que c'était une surprise? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je voudrais d'entrée saluer les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous écoutent. Et vous saluer aussi pour les efforts que vous faites pour partager les informations. Pour chasser d'abord les informations et les partager. Et l'élimination des démocrates, j'aurais pu vous dire que je n'en parlerai pas. Je parlerai plutôt de l'élimination de l'opposition. Vous pouvez être éliminé. Comme on peut dire, vous avez échoué. Si vous participez à la compétition vraiment, là vous avez échoué. Mais si avant la compétition même, vous êtes hors jeu, vous êtes éliminé. Voilà, donc je dis que cela n'est pas une surprise. De part et d'autre, des informations que je recevais du camp de la mouvance et des conseils non écoutés que je donnais aux démocrates, ça ne m'a pas surpris. Je vous donne la preuve. Lorsque le pouvoir a décidé de mettre les parrainages à 28, j'avais fait une émission parce que j'ai dit que c'est un peu risqué. J'avais donné en son temps les conseils qu'il faut pour éviter le pire. Et tout le monde sait que je l'avais prévu parce que j'ai parlé sur une antenne internationale. Et j'ai donné des conseils subséquents. Mais mon rôle s'arrête au conseil. Je n'ai pas été écouté. J'ai estimé que c'était trop juste ce que les démocrates avaient comme parrainage et qu'il y avait des dispositions complémentaires à prendre. Je n'avais pas été écouté. En plus, j'ai dit tantôt que j'assume d'être le porte-parole de l'opposition. Ce n'est pas facile pour moi. C'est pourquoi j'ai dit je l'assume. Mais aujourd'hui, les démocrates ne peuvent pas participer au présidentiel. Chacun s'en prendra à lui-même. L'étape des présidentielles est passée, hein? L'étape des communales vient aussi de passer. Je dis, malgré tout ça, chacun s'en prendra à lui-même. Et j'ai des raisons de le dire. Tant bien pour les présidentielles que pour les communales. Nous, aujourd'hui, le GSR a décidé d'aller aux législatives. Parce qu'on n'est pas parti politique pour ne pas participer aux élections. Je suis un allié des démocrates, mais je ne suis pas démocrate. Alors, beaucoup de Béninois se demandent comment on est arrivé à une telle impasse. Selon vous, est-ce le résultat d'un manque d'organisation interne, d'un contexte politique plus difficile ou d'une combinaison des deux? Une combinaison des deux. Vous savez, lorsque quelque chose vous arrive, c'est vrai, vous devez trouver celui qui en est l'auteur.
Mais c'est mieux de vous demander vous-même comment vous avez pu favoriser ça. Et partant, de situer les responsabilités. Moi, mon père me disait, la faute du voleur, c'est une seule. C'est celui qui lui a permis de voler qui a fait la grande faute. Expliquez-nous ce que vous voulez dire réellement. Voilà. Vous avez compris ce que je dis? Non, je n'ai pas bien compris. Expliquez-nous. Mais nos amis téléspectateurs aimeraient bien comprendre. Celui qui est venu voler chez vous, ou bien il a fait, ou bien il veut s'enrichir précocement. Mais vous aussi, vous devez prendre les mesures de sécurité nécessaires pour ne pas en arriver là. C'est ce que je veux vous dire simplement. Qui est venu voler, qui doit prendre les mesures qu'il faut. De qui parlez-vous? Vous avez dit, je ne parle de personne. Vous avez dit, ce qui arrive là, est-ce que c'est une responsabilité partagée? Je vous ai dit oui. Et je vais vous dire aussi quelque chose. Vous savez, parfois c'est facile d'accuser un pouvoir. Et un grand auteur a dit que tout homme qui est au pouvoir est appelé à en abuser. Parce qu'il veut conserver son pouvoir. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour déjouer ça? Vous faites de la belote, le faux jeu est permis. Ça fait partie du jeu. Vous comprenez? Mais c'est à vous de crier à temps faux jeu. Et si vous ne criez pas faux jeu à temps, on va tout compter. Hein? Et c'est terminé. Vous êtes en train de dire que ce qui arrive aujourd'hui au parti Les Démocrates, tout est de leur faute. Je n'ai pas dit tout est de leur faute. Je vous ai dit que c'est une responsabilité partagée. Et la plus grande, c'est les démocrates. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que lorsque ce code a été voté au Parlement au sein du cadre de concertation, vous avez mené des réflexions, vous aviez donné des conseils. Concrètement, lorsque le parti s'est retrouvé dans ces difficultés-là, quelle a été la démarche du cadre de concertation envers les démocrates? Et je vais vous dire d'abord que le cadre de concertation n'avait pas de démarche à faire. Nous n'avons pas voulu nous inviter. Nous voulons qu'on nous invite. Vous comprenez? Déjà, au début du processus, on ne nous a pas associés à ça. Et donc, s'il y a des problèmes qui arrivent après, si on nous y associe, nous pouvons encore dire que c'est un lot de consolation. Même si on ne nous y associe pas, on fait quoi? D'accord. Certainement, dans le déroulement de cette émission, on va y revenir. Alors, parlons toujours de ce parti politique. Des cadres du parti seraient cités dans une affaire de fraude liée à l'obtention de quitus fiscaux et de casiers judiciaires. Quelle lecture faites-vous de cet événement? Vous savez, ce dossier est en justice. Oui. Mais aujourd'hui, à vrai dire, je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Je vais vous dire pourquoi. Pour tricher sur une procuration et aller chercher un document, il faudrait que le document soit délivré. C'est bien ça, hein? Oui. Malheureusement, la Direction générale des impôts, comme la Direction des casiers judiciaires, l'Agence nationale des casiers judiciaires, les deux ont dit qu'on en demande pour des gens qui ne sont même pas consultés et qui finalement, pour faire une fausse procuration et venir chercher. Et moi, je me suis dit, comment les gens ne vont pas être consultés? Prenons les documents un à un. Quand vous prenez le quitus fiscal, vous le demandez à partir de l'IFU de la personne. C'est un document personnel. Vous suivez bien ce que je dis? C'est un document personnel. S'il n'a pas communiqué son IFU, comment on a pu faire ça? Je ne sais pas. Donc, si on a fait ça,
c'est certainement lui qui a communiqué son IFI. Et de là, il ne peut pas dire qu'il n'est pas consulté. Ça fait un problème. La deuxième chose, vous prenez le casier judiciaire. Vous ne pouvez pas faire le casier judiciaire de quelqu'un sans son acte de naissance. C'est également un document personnel. Donc, dire que les gens n'ont pas été consultés, moi, je souhaiterais avoir plus d'éclairage là-dessus. Maintenant qu'on fasse une procuration pour aller chercher, ça là aussi, il y a un point d'interrogation. Parce que quand nous sommes allés chercher nos quitus fiscaux, la Direction générale des impôts a dit amener la carte CIP de la personne et une procuration. À supposer que ce soit une fausse procuration. Où est-ce qu'ils ont trouvé la carte CIP de la personne si ce n'est pas lui-même qui a donné? Donc dans tout ça là, il y a un flou que moi je ne comprends pas. Mais étant entendu que le dossier est devant la justice, c'est pendant devant la justice, il vaut mieux attendre le résultat. Oui, vous avez suivi avec nous l'épisode qui a eu lieu au cours de la présidentielle avec les recours déposés à la Cour constitutionnelle et tout. Et après, ils n'ont plus eu gain de cause. Le même scénario se reprend pour les communales. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Les recours déposés au niveau de la Cour constitutionnelle, et j'ai suivi, mais je n'étais pas d'accord pour une seule chose. La Cour a dit 27,09 ou 27,9 parrainage est égal à 28. J'ai dit non. Les parrains sont des corps entiers. C'est égal à 27. Et la loi n'a jamais dit 28. La loi, en disant 15%, ça fait 27. C'est tout. Mais le reste du dossier, je n'ai pas commenté. Nous avons tous dit que les décisions de la Cour sont sans recours. C'est vrai qu'on peut commenter ça, en faculté, partout. Mais c'est un fétiche que nous avons fait et nous sommes obligés de respecter ça. Alors, les législatives sont là. Est-ce que vous pensez que le parti Les Démocrates pourra réellement tirer son épingle du jeu? Il ne faut pas faire des procès d'intention. Donc, on veut avoir votre avis sur cette émission. Non, il ne faut pas faire des procès d'intention. Il faut laisser le jeu se jouer et on verra ce que ça va donner. Il faut raisonner sur des choses concrètes. D'accord. Et sur quoi vous et raisonnez? Non, sur des suppositions. D'accord. Et à l'allure vont les choses. Apprécier, est-ce que vous avez le sentiment? Oui, apprécier l'allure, c'est purement subjectif. D'accord. Vous avez compris? Moi, je ne fais pas généralement mes analyses sur la base de l'abstrait. Voilà. Vous ne voudrez pas opiner sur le sujet, c'est bien ça? Parce que je n'ai pas d'éléments. D'accord. Voilà. Ok, alors dans une récente sortie médiatique, le chef de l'État, Patrice Talon, a estimé que le parti Les Démocrates devrait faire comme les autres en lice en allant à des accords de coalition parlementaire, y compris avec les partis de la mouvance présidentielle. Il dit avoir demandé à ces deux partis, voilà, de rester ouverts à une éventuelle approche des démocrates. Dans leur déclaration conférence de presse, voilà, le parti Les Démocrates le mardi dernier a réaffirmé sa volonté de rester indépendant et de participer aux élections sans compromis. Vont-ils y arriver selon vous? Je vais vous dire quelque chose. Et ça va étonner plus d'un. Je ne comprends pas toujours mes amis des démocrates. Vous comprenez? Il y a une loi. Moi, on m'a appris que lorsqu'il y a une loi, même lorsqu'elle est mauvaise, elle est applicable tant qu'elle n'est pas retirée. Et c'est à vous de vous organiser, peut-être pour faire de l'évasion légale, ou bien de ne pas respecter sans être puni. La loi dit, vous devez avoir 20% partout. Si vous ne pouvez pas, essayez de faire un accord de législature, de gouvernance, pour faire tomber ça à 10, dès lors que chaque composante de l'accord
peut avoir 10% au plan national. Mais c'est génial. C'est génial. Vous pouvez dire, je peux avoir 20%, moi seul. Vous pouvez, si vous sentez que vous ne pouvez pas l'avoir, vous dites, je vais faire un accord. Si vous ne faites pas l'accord, vous vous en prendrez qu'à vous-même. Maintenant, ce pourquoi nous pouvons être d'accord, je ne suis pas d'accord qu'ils fassent leur accord avec le BR ou le P. Mais non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a une loi qui a été promulguée et qui oblige l'opposition à ne rien demander à la mouvance. Vous suivez bien ce que je dis? Si on veut respecter rigoureusement cette loi-là, on va faire l'accord avec tout sauf les deux autres. La loi sur l'opposition. Maintenant, ce n'est pas cette seule possibilité qui vous est offerte. Mais il y a un autre parti d'opposition qui est là. FCBE de Paul Roumpouet. En dehors de ça, il y a des partis d'opposition en votre sein. Avec le cadre. C'est tout ça là. Qui peuvent leur donner ou leur octroyer des parrainages? Ce n'est pas parrainage. Il ne s'agit pas de parrainage d'abord. Si vous prenez Roumpouet, c'est pour les parrainages. Et personnellement, ils le savent. J'ai longtemps insisté là-dessus. J'ai voulu que ce soit ainsi. Dès que les 28 ont été votés. Et j'ai œuvré pour ça. Ils le savent. Et le président Paul Roumpouet le sait. Je me suis déplacé personnellement pour ça. Pour négocier. Mais moi, je n'ai pas de candidat au présidentiel. S'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils ont estimé que leur électorat ne peut pas comprendre. Et comme au sein du cadre, le principe c'est l'autonomie de chaque parti, moi, je le leur concède. Ça ne va pas gêner nos relations. Je le leur concède. Alors, qu'est-ce qui Mais en dehors de ça, maintenant que les présidentielles sont passées et que vous n'avez plus forcément besoin de parrainage, mais vous avez besoin quand même de donner la main à quelqu'un pour obtenir les 20%. Et ça, vous l'avez au sein du cadre. Et vous savez ce que ça me fait comme réflexion. Lorsque vous pensez que vous n'avez besoin de personne pour avancer, même si vous avez le pouvoir dans ces conditions, vous ne serez que dictateur. Et moi, je ne peux pas accepter que on soit en train de combattre la dictature, on soit en train de combattre l'exclusion pendant plus de 9 ans, et que vous, aujourd'hui, vous fassiez la même chose. Cela veut dire que vous n'êtes pas qualifié à remplacer celui qui est là. Ça va être la même chose. Et dans sa déclaration d'entrée à l'opposition, c'est écrit clairement, le GSR a dit, notre opposition n'est pas une opposition contre Talon. C'est contre une manière de faire. Nous sommes allés plus loin en disant, quiconque demain fera la même chose, nous verra sur son chemin. Mais aujourd'hui, continuer de faire une opposition contre Talon, c'est sans objet. Parce qu'il a dit, moi je m'en vais. Je vais m'impliquer à désigner mon successeur. Mais laissons le successeur essayer. Et chemin faisant, nous aviserons. Il n'a pas encore fait une faute. Aujourd'hui, nous pouvons dire d'une manière ou d'une autre, il y a deux dieux. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux dieux? Ou bien qu'est-ce qui vous fait peur que l'un de ces dieux-là gouverne le pays demain? Est-ce que c'est une question de personne ou une question de qui sait faire? C'est ça le vrai problème. Il faut les mettre d'abord à l'œuvre et vous allez voir ce qu'ils vont donner. Vous pouvez dire demain, je suis opposant de Roumpouet. Vous pouvez dire je suis opposant de Wadaï. Mais vous ne pouvez pas leur coller l'opposition que vous avez faite à Talon. Ce n'est pas raisonnable. Donc moi je pense que à cette étape-là, on devrait finir avec l'opposition, avec Talon.
Par contre, ce sur quoi moi je n'ai pas été tout à fait d'accord chez le président, il a dit qu'ils peuvent signer avec le BR, avec l'UP. Non, c'est pas bon. Restons chacun dans son couloir. Deuxièmement, il a dit une trêve de 4 ans. La trêve va se décréter. Non, ça va s'affirmer naturellement. Si ceux qui vont prendre le pouvoir, on ne leur reproche rien, on ne va pas rester là à faire de l'opposition pour opposition. Il faut une manière pour dire je ne suis pas d'accord. Sinon, c'est des caprices. Donc, même si le président ne met pas ça, ça va s'affirmer. J'ai entendu aussi le président Patrice Talon accuser Yahi. On dit que c'est lui qui bloque ses réformes. Il a donné des exemples, tout ça là. Ce n'est pas mal. Mais moi, personnellement, j'ai pratiqué Yahi. Et je pense que le problème n'est pas Yahi. D'accord. Le problème, c'est son entourage. Il y a trop de jeunes. L'entourage de qui? De Yahi. D'accord. Ça, je peux le dire. Et je l'ai dit au président Yahi lui-même. La frontière entre la politique et l'administration est mince. Et en matière administrative, la notion de hiérarchie est une notion forte. Vous comprenez bien ce que je dis? C'est une notion forte. Aujourd'hui, le président Talon est le président de la République. Il mérite un certain respect en matière de hiérarchie dans le pays. Et c'est ça que les jeunes d'aujourd'hui doivent apprendre. Nous, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai dit aussi au président Yahi, quand on en parlait, que moi-même, j'ai l'intention de me retirer et être un simple conseiller politique ou un président d'honneur d'un parti. Mais je ne veux plus être actif. D'accord. Voilà. Avant ou après les élections? Après les élections, naturellement. On ne laisse pas, un capitaine ne laisse pas sa troupe en pleine guerre pour laisser la guerre finie. C'est vrai, les démocrates ne sont pas allés aux élections présidentielles, mais la plus grande partie, c'est leur faute. Si tu ne dis pas bien ton enfant qu'il est voleur, qu'il crée un problème, tu vas t'en prendre qu'à toi-même, au lieu de chercher la faute forcément dans l'autre camp. Le MPL de Espérance Tebe a annoncé son retrait du cadre politique commun, évoquant un manque de cohésion. Vous qui suivez de près cette dynamique, je veux parler du cadre de concertation de l'opposition, confirmez-vous ces constats? Je pense qu'il y a un manque de cohérence, qu'au sein du cadre, et les gens ne s'entendent pas. Chacun va en fonction de son intérêt. Voilà, il a d'ailleurs accusé le GSR, dont je suis le président, et NFN d'Avoyon, de ne pouvoir s'entendre pour dégager un des deux partis. Mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'il a évoqué? C'est vrai, mais sa position n'est pas normale. Est-ce que vous confirmez cela? Je dis c'est vrai que nous ne sommes pas entendus. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que lui-même, il a pu s'entendre avec les siens au sein du MPL? Jamais. Ce que Tebe prend comme prétexte, c'est les débats au sein, c'est les prises de position au sein du cadre. Mais je lui ai dit, s'il devrait démissionner pour des prises de position, pour mettre en place l'organe de pilotage de l'audit du fichier, il n'y a eu plus de débat. On tapait même sur la table quand c'est nécessaire. Mais à la fin, on s'entend toujours. Mais que l'un dise, c'est mon parti, que l'autre dise, que lui dise, bon, au lieu de rester là, il dit non, et moi je préfère que ça doit être ceci, à cause de ci, à cause de ça. Non, moi je lui ai déjà dit qu'il a un trouble fait. Je le lui ai dit lui-même. On ne se comporte pas comme ça dans un groupe. Et puis pour nous annoncer un matin qu'il a démissionné. Est-ce que c'est lui qui a démissionné ou c'est le MPL qui s'est retiré? Oh, mais écoutez, le MPL s'est retiré. Quel MPL s'est retiré? Hein, c'est facile de dire, c'est le MPL. Je suis chef de parti comme lui. Et je ne suis pas de la dernière pluie. Hein. Vous comprenez? Je ne suis pas de la dernière pluie. Le MPL s'est retiré. Le MPL aurait pu se retirer en d'autres circonstances. Parce qu'il y a toujours eu des débats.
On ne peut pas faire de l'unanime. C'est un truc, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord. L'essentiel est qu'après les discussions, on trouve un consensus. C'est le comportement en groupe, ça. Il y a ce que nous appelons le parallélisme des formes. Et Téné vient chez moi, je vais chez lui. Il aurait pu me faire l'amitié de dire, bon, voilà, la discussion là, si vous ne voulez pas vous entendre, moi je vais partir. Ce qui lui faisait mal dans ça là, c'est que chacun s'apprête pour les élections. Et lui ne s'apprête pas. Mais on lui a dit plusieurs fois au sein du cadre, on n'empêche personne de s'apprêter. C'est pas ça notre résolution. Chacun peut s'apprêter, mais le moment venu, quand on va désigner le deuxième parti, bon, voilà. C'était quoi l'objectif initial de la mise en place de ce creuset? L'objectif, nous avons dit, comme tout groupe, nous avons des intérêts communs à défendre. Et nous avons également une philosophie commune à défendre. L'intérêt commun, c'est d'aller aux élections et de réussir. La philosophie, c'est de dire ensemble que ça ne peut pas se passer tel que ça se passera. C'est ce qui nous a réunis. Mais nous avons mis sur pied un comité pour dire, parce qu'il était venu un moment où on se demandait, est-ce que nous allons faire une liste unique de l'opposition ou nous allons faire plusieurs listes? Nous avons mis un comité. Tout le monde avait un représentant dans le comité qui a recommandé 2 listes. Et moi, j'ai voulu être encore plus incisif en demandant aux résultats que chacun aille dire ça à l'état-major de son parti qu'il approuve. Ça a été fait. Tout le monde a fait. Maintenant, la mise en application, nous savons que la première liste sera portée par les démocrates, la deuxième liste par les autres partis. L'un des autres partis, c'est ce qu'on a retenu. Eh bien, qu'il y ait de débat pour le choix du parti, ça ne devrait pas être dramatisé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rien. Quelqu'un voulait que ce soit son parti. Tu avais dit, moi, je ne veux pas. Je ne veux rien. Entends-toi avec FNN, que ce soit FNN ou GSR. Le FNN a dit, ça va être FNN. Le GSR a dit, ça va être GSR. Maintenant, il faut qu'on discute et que les autres membres arbitrent. C'est ce qui a manqué. Mais tu avais à détaler. C'est pourquoi je dis que je suis un trou fait. Tu avais à détaler. Les démocrates ont refusé d'y participer. Et Da est en mission, en voyage. Il ne reste que FNN et moi. On est resté là à tourner en rond. Je dis qu'à cela ne tienne, chacun n'a qu'à se préparer pour aller aux élections. Et le GSR était en passe d'aller aux élections. On aurait même pu aller aux élections communales s'il n'y avait pas eu un choc extérieur qui est venu nous arrêter. Lequel? Voilà. Nous allons vers des élections générales qui sont plus compliquées que les élections ordinaires qu'on organisait. Moi, je pense que les réformes qui doivent faciliter ces élections-là doivent arriver très tôt. Et tout le monde doit s'y habituer avant. Mais imaginez-vous, c'est à 1 mois du démarrage du processus qu'on a mis le certificat de nationalité en ligne. Dans chaque tribunal, le certificat de nationalité est signé par quelqu'un. Et au plan national, c'est 12 personnes. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Justice seul qui signe. C'est la nouvelle réforme, ça. Et c'est en ligne. Du coup, le certificat de nationalité que vous pouvez avoir en 2-3 jours, 1 mois, vous ne l'avez pas. Et vous allez à une élection qui a des délais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la structure qui organise les élections, la Sénat, savait qu'il y aura élection générale. Et devrait faire un logiciel pour les communales, puisqu'ils en avaient fait un pour les législatives en 2023. Mais ils n'ont rien fait. Ça fait 8 mois que je courais derrière eux. Et je prends le directeur de l'informatique à témoin. Vous savez, quand vous allez au communal, c'est 3630 dossiers que vous devez produire, enregistrer et scanner. Quand vous voulez scanner 3630 dossiers, dans chaque dossier, il y a environ 7 pièces. Multipliez 7
par 3630. Et vous devez produire tout ça là. Il vous faut un temps pour travailler humainement. Mais nous, ce logiciel-là qui doit prendre les dossiers, c'est le 21 octobre qu'on est venu installer ça chez nous. Au siège de votre parti. Au siège de mon parti. Et c'était même incomplet. Ils sont revenus plusieurs fois là-dessus. Et ces informaticiens le savent. J'ai mis un ingénieur informatique à leur niveau, à leur disposition pour suivre. Ils le savent. Pour des dossiers qu'on doit clôturer le 24, qu'on doit déposer le 24, vous ne pouvez pas venir installer le matériel le 21. Mais comme moi, je n'aime pas trop le bruit, j'aime raisonner, j'aime démontrer, mais je ne fais pas de violence. J'ai fait une délégation conduite par moi, même on est allé voir le président de la Sénat. Il a dit, humainement, vous pensez qu'on peut faire ça en 4 jours? Mais la seule réponse qu'il m'a donnée, c'est une réponse piège, parce que je lui ai dit, il faut proroger le délai de clôture. Il dit, prorogation, niet. Maintenant, un dossier qui doit comprendre 9 ou 7 pièces, même si vous m'amenez une seule pièce, je vais prendre, et vous irez chercher le reste. Mais on a 72 heures pour chercher le reste. Vous pensez que c'est faisable? Moi, je lui ai dit, bon, ce n'est pas grave, nous allons abandonner. Tous les dossiers sont là, rangés dans des cartables d'arrondissement. Mais on ne pouvait pas faire le travail. Et nous avons dit, rendez-vous aux législatives. Alors, au sein du cadre de concertation de l'opposition, on peut le résumer ainsi, on va dire que l'objectif initial défendu n'est plus celui qui est poursuivi actuellement au sein du cadre. Oui et non. Oui, parce que nous avons dit l'objectif, c'est de défendre la même philosophie et le même intérêt qui est d'aller aux élections et de réussir. Mais non, parce qu'une fois que nous avons défini les modalités, les démocrates ne nous ont pas permis de faire ça. Pas 2 partis, c'est un seul parti. Alors, on va dire que ce sont les démocrates qui, tant soit peu, ont fragilisé le cadre de concertation de l'opposition. Je le dis sans risque de me tromper. Nous avons obtenu de bons résultats, hein? Et aujourd'hui, vous devez vous en féliciter. Aujourd'hui, la liste électorale est plus ou moins propre. On travaillé, les experts sont venus, ils ont travaillé avec la NIP. La NIP a reconnu certaines choses, a corrigé beaucoup de choses. Et c'est bien, c'est plus ou moins propre. C'est un bon résultat. Nous avons focalisé l'attention du peuple sur ce qui ne va pas. C'est un bon résultat. Mais à d'autres niveaux, nous avons échoué. Il faut le reconnaître. Alors, Président, est-ce que le départ du MPL traduit-il une véritable crise de confiance? Pas du tout. Pas du tout. Après, depuis que le MPL est parti, on a toujours travaillé. Et malgré tous les problèmes que je vous ai racontés là, on s'est toujours réunis pour, disons, ne se réunit pas souvent, mais il y a des problèmes autour duquel on discute, c'est tout. On a reçu le président du MPL sur ce plateau. Il a estimé que depuis qu'ils sont partis du cadre de concertation de l'opposition, il n'y a plus eu de mouvement. C'est sa vérité. C'est pas vrai. Je dis c'est sa vérité. Et vous, quelle est votre vérité? Que c'est faux. D'accord. Il y a toujours eu de mouvement, le cadre continue voilà, de fonctionner. Exactement. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? D'accord. Le cadre a toujours continué de fonctionner. Mais nous avons dit le cadre de concertation de l'opposition. Et en vous parlant tout à l'heure, je vous ai dit que l'opposition est aujourd'hui sans objet. Le cadre aussi sera bientôt sans objet, puisqu'il n'y a pas de matière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah ben écoutez, je vous ai dit, les candidats sont désignés pour aller aux élections, qui sont tout autres que celui à qui nous nous opposions. L'opposition est sans objet. Et à partir de ce moment, la raison qui fonde le cadre étant sans objet, le cadre aussi deviendra bientôt sans objet. Voilà. Eh oui, est-ce que très bientôt le cadre va disparaître? Sera toujours là, mais non fonctionnel?
C'est évident, non? Si les animateurs du cadre ne sont plus là, ça va devenir quoi? Alors, visiblement, on peut dire que le cadre n'a réellement servi à rien. Non, c'est faux ce que vous dites. Et en matière d'organisation, toute organisation a une durée de vie. C'est pas parce que entre-temps c'est né, entre-temps c'est mort, que ça n'a servi à rien. C'est faux. Alors, sur le projet de loi porté par 2 députés de la majorité présidentielle, voilà. Selon vous, est-ce que c'est une bonne initiative? Je vais dire que il y a une question d'opportunité dans la forme. Mais dans le fond, ce n'est pas tout à fait mauvais si on réaménage certaines choses. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut réaménager selon vous? Voilà. Le président, en parlant, a dit que le président Yahi Boni et lui pourrissent la vie à la nation. Si c'est ça, puisqu'on ne peut pas leur couper la tête. Leur relation. Puisqu'on ne peut pas leur couper la tête, il faut mettre un organe d'arbitrage pour les calmer par moment, pour dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. D'accord. Au lieu de les laisser face à face. Mais tout dépendra du contenu de l'organe d'arbitrage. Et quand je veux parler de contenu, je prendrai un seul exemple. Moi, j'ai vu les membres de droit. Je leur fais confiance. C'est des gens que nous avons connus dans ce pays d'une certaine probité. Et je pense qu'on peut leur faire confiance. Par contre, il y a un volet qui dit l'exécutif doit ajouter tant, le législatif doit ajouter tant. Pour ce volet-là, je ne suis pas d'accord. Il faut laisser un personnel indépendant. C'est mon avis. Ce projet met aussi en avant la création d'un Sénat présenté comme garant de la stabilité politique. Mais certains estiment que ce serait une institution de trop. Êtes-vous d'avis? Pour moi, ce n'est pas une institution de trop si on peut réaménager ça. Et je voudrais dire, comme le président Kérékou, il vaut mieux prendre le temps d'organiser les choses que de perdre sa vie ou de faire perdre la vie aux autres. Voilà ce que je veux dire. Alors, s'il arrivait aujourd'hui que ce projet de loi soit voté en plénière, est-ce que vous aviez le sentiment que cela arrangerait quelque chose ici? Non, maintenant, je vous ai dit qu'une question de fond, une question d'opportunité. Personnellement, je ne trouve pas opportun qu'on fasse un truc comme ça entre la fin d'un mandat et le début d'un mandat. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, tout le monde est préoccupé à préparer les élections. Ce n'est pas urgent. On aurait dû attendre un temps calme, que tout le monde s'y prête. C'est un problème national. La nation, c'est notre trait d'union. C'est ça qui nous concerne tous. Et elle est au-dessus de nous tous. Et personne n'a le droit de faire d'un problème national son seul problème. Vous comprenez bien ce que je dis? C'est pourquoi j'ai parlé d'opportunité. Voilà. D'accord. On va parler à présent de votre parti politique, le GSR. On va parler de son rôle dans la recomposition politique. Quelle est aujourd'hui votre stratégie face aux recompositions politiques en cours? Lorsqu'il y a une fin de mandat, la recomposition s'impose d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? À preuve, il y a un test qui dit que les partis doivent faire des accords pour vaincre l'obstacle de 20%. Les démocrates ont mis un communiqué officiel qui dit que ils veulent aller avec personne en accord. Et vous savez, le GSR assumera, prendra ses responsabilités. Puisque je leur concède
dans notre cadre de concertation, notre regroupement de l'opposition, qui n'est pas encore dissous jusqu'à aujourd'hui, il est clair que chaque parti garde son autonomie. S'ils sont autonomes pour prendre leurs décisions, je le leur concède. Mais les autres aussi vont faire autant. La stratégie, elle est commune. Nous devons aller aux élections ensemble. Si on est bloqué à ce niveau, la nation ne va pas mourir à cause de ça. Hein? La nation est au-dessus de tout. Alors aujourd'hui, est-ce que le GRCR se prépare pour les législatives? Absolument. Faites-moi confiance. D'accord. Comment ça se passe? Vous voulez que je vienne dire ça au plateau? Comment vous vous préparez? Vous voulez que je vienne dire ça? On se prépare comme tout le monde. On réunit les dossiers, on essaie de voir quelles sont les sources de financement qu'on peut avoir. C'est tout. C'est ça la préparation. Est-ce que le GRCR à lui seul peut réussir à avoir les 20% où vous envisagez faire? Nous irons en accord de législature. D'accord. Ça, ce n'est pas un sujet tabou. Nous irons en accord de législature. Avec? Laissez-moi vous faire constater ça, pas aujourd'hui. D'accord. Le dépôt des dossiers démarre le 15. Et est-ce que l'accord est déjà fait? On a encore le temps. D'accord. Ne pensons pas être en retard. D'accord? D'accord. Alors, souhaitez-vous fédérer autour d'un projet de société alternatif ou envisagez-vous une alliance pour 2026? Je vais parler du GSR. Je ne sais pas. D'abord, l'alliance est interdite par la loi. Nous avons notre projet de société. Aujourd'hui, il y a 2 duos. Nous allons échanger avec les 2 duos pour voir lequel est plus proche de notre projet de société et nous le soutiendrons au présidentiel. Pour le moment, finissons avec l'étape des législatives. Si je Vous avez entendu autant de bruit au GSR? Nous sommes des pacifistes. Mais nous sommes aussi pour la plupart des technocrates. Et quand vous avez la science et la conscience, vous ne ruinez pas votre âme. D'accord. Un dernier sujet avant de boucler cette émission. On observe voilà, déjà une montée de soutien autour du candidat Romuald Wardini de la mouvance présidentielle. S'il a cédé à la tête du pays, seriez-vous prêt à collaborer avec lui? Absolument. Et nous pouvons nous battre. C'est comme les avocats au pléthore. Hein. Une fois que le verdict est fait, il se serre la main, il se donne, et tout le monde rentre dans les rangs. Il sera le président de tous. Maintenant, ça ne nous empêche pas de dire le moment venu, ah, ça on ne peut pas faire, ça on ne peut pas faire. Mais avant même de soutenir un candidat déjà, nous nous entendrons sur un certain nombre de choses. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, et plus largement, quelle est votre vision du Bénin pour 2026? Nous souhaitons qu'il y ait un Bénin qui peut se développer durablement. Nous souhaitons qu'il y ait un Bénin sans violence. Vous suivez? Oui. C'est ça notre vision. Alors, votre mot de fin pour conclure cet entretien? Mon mot de fin, je crois qu'il y a beaucoup de bruit dans le pays, mais ça ne peut pas être la fin de la nation. C'est vous qui le dites, hein? Oui, il y a beaucoup de bruit, vous le savez bien. Ça ne doit pas être la fin de la nation. La nation est au-dessus de nous tous. Et si quelqu'un peut faire quelque chose pour calmer ça, ce serait bien. Et j'ai l'intention, je dis ce n'est qu'une intention, parce que ça ne dépend pas de ma seule volonté, de rencontrer dans les prochains jours, de demander à rencontrer dans les prochains jours le président Talon et le président Yahi, pour appeler au calme, pour appeler à une nation sans violence. Et je demande à tout le peuple de garder son calme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, il se passe beaucoup de choses, mais ce n'est pas la fin du monde. Et ça ne saurait être la fin de la nation. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est partagé.
de vous recevoir sur cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.